Quand tu veux. Salut Antoine, Salut François, ça merci va, de la me forme? recevoir. Oui, Mais je t'en prie, bienvenue là où tout se passe c'est ça, depuis depuis quelques quelques mois. semaines, Ouais. quelques mois exactement. On va parler de deux films aujourd'hui. Hmm. On en a vu d'autres chacun de notre côté, mais on va Ouais, s'attarder sur ces deux-là pour qu'on puisse en discuter. Donc la loi de Téhéran, tout à fait, et puis ensuite on parlera de France de Bruno Dumont. exactement. On y va? Allez, let's go. On On commence par, a... du coup, la loi de Téhéran. Allez, loi de Téhéran, on a tous les deux vu le film à... Ah non, moi j'ai vu le film à l'Utopia Stella, pour Ouais, lequel j'aime bien faire de la pub aussi, parce que c'est un cinéma carrément. du coin du 95 pour ceux qui nous écoutent. Qui est charmant aussi avec plein de Ah ouais, salles. carrément. Super Très beau programmation, cadre très en beau plus cadre. Ah oui, carrément. Ouais, exactement. à l'ancienne. Et puis on a l'étoile version toute neuve depuis quelques années L'écriture, exactement. qui est Ah, c'est super vrai, ça. agréable. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette loi de Téhéran? Ça explose le compteur Gégère de la critique là, hein, Ouais, là, c'est et du public aussi. Hein. la hype est totale. Oui, non, Ouais, mais carrément, c'est vrai que la réception globale du film est très très bonne. Euh, Est-ce que. Bah, il est vrai que ça a certainement joué dans le fait, tu vois, que même que nous deux on y aille, en fait, parce que il y a quand même un emballement médiatique autour du film qui est présent, quoi, dans le cercle, on va dire, oui, quand même. Hein. de ouais, cinéphile, on va dire. Et écoute, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, plutôt du bien. Vraiment, moi j'ai passé. Alors, ça peut paraître bête à dire pour un film comme ça, vu les thématiques, mais un bon moment. Ouais, Parce que c'est quand même un polar très lourd. très lourd, très noir, chargé d'énormément d'éléments de contexte, très actuel en fait, et très crédible, du moins, de ce que pourrait être la situation actuelle en Iran. Pour rappel, quand même, on peut faire un petit rappel très vite fait du pitch. C'est un film sur la traque Un gros caïd. d'un gros caïd, Ouais. un baron de la drogue iranien, quoi. Donc de sa traque et des tenants et aboutissants de cette traque de la drogue, en fait, puisque la drogue ruine complètement le pays. Je ne sais plus quels sont les chiffres, mais il donne quelques chiffres à un moment. Ça se compte en millions de toxicomanes. Et plutôt des personnes âgées. C'est ça Ouais, ouais, qui tout est à fait. surprenant et qui est assez inédit dans ce type de film. C'est-à-dire que les gens qui se droguent sont plutôt ouais, des personnes de 50 Hmm. ans et plus. Euh, Et alors là, on parle pas de drogue, c'est pas de on parle du la. crack. Voilà, Parce c'est que c'est pas pas de la drogue cher. récréative Non. tranquille le week-end, quoi. Là, c'est vraiment de l'accro, du toxicomane, des drogues très dures. Oui, du crack, des médicaments, je crois aussi. Il y a plusieurs exemples de ça, je crois. Ouais, mais c'est C'est globalement le principalement le crack. crack, ouais. C'est principalement le crack. Donc, la bonne ambiance, finalement, à Voilà, ce film, quoi. sympathique. Un bon petit moment. On va passer en famille. Mais donc ouais, ça c'est la thématique globale du film, quoi, cette traque d'un baron de la drogue. Et, euh, et donc de questionner aussi les moyens mis en œuvre pour arriver à leur fin, en fait. On Ouais. suit donc on est plutôt du côté des policiers, même si c'est plus nuancé que ça. Je sais pas ce que tu en as pensé là-dessus, mais Oui, bah c'est là que le c'est un film est chassé-croisé un fort. petit peu. Exactement. Et c'est là que le film est très fort, je trouve. Alors moi, je n'ai pas la prétention de connaître bien le cinéma iranien. Par Euh, contre, il y a Pardon. deux réalisateurs sans doute très emblématiques du cinéma iranien, au moins de ces 20 dernières années. C'est Jafar Panahi et puis Asghar Farhadi, Mhm. alors que je porte vraiment dans mon cœur pour le Ouais, coup. Panahi, je connais un peu moins bien, mais Asghar Farhadi, j'ai vu quasiment, je crois avoir vu tous ses films. ok. Alors, c'est pas du tout le même type de Non, on cinéma. en est loin quand même, ouais. Ouais. Bah, Farhadi, il a ce talent, moi je trouve incroyable, de réussir à faire de vrais thrillers sans aucune scène d'action, Mhm. avec un suspense de dingue, des fins qui sont toujours ouvertes, un jeu d'acteur qui est toujours irréprochable, et là on va y C'est vrai. revenir, puisque l'un des acteurs d'une séparation, enfin le personnage principal d'une séparation de Farhadi, joue le C'est rôle son du film flic. français, c'est bien ça, hein, une séparation. Non, Ah non, une séparation. non, non, Ah non, c'est une le séparation, film. bien sûr. C'est le film qu'il a révélé Bien sûr, bien sûr. au monde du Oui, tout à cinéma il y fait. a 10 ans, hein, Je d'ailleurs. confonds, bien sûr. Là, tu penses au passé, Oui, avec Clara Raim. mais d'accord. Ouais. Il me semblait qu'il y avait, mais il y avait pas un acteur iranien qui jouait le mari de Bérénice Bejo. Mais il Si, me semblait que si, c'était lui, mais c'est peut-être lui. c'était C'est un autre peut-être acteur lui. peut-être. Bon, enfin, Non, on mais va c'est pas possible. s'attarder là-dessus. Mais Exactement. en tout cas, l'acteur principal de La Loi de Téhéran, on le connaît. Pour ceux Il qui a l'ont joué chez déjà- Farad. voilà, il a joué chez Exactement. Farhadi. Et on retrouve un peu, je trouve, chez ce réalisateur, donc on va le citer parce Tout que à fait. Saïd Roustahi, dont c'est le premier film, tu me disais tout Et à il me l'heure en semble, hein, off. ou moi en tout cas, Ça, on vous laissera vérifier par en tout vous-même. cas, écrit et réalisé par lui. Ouais. Et oui, en tout cas, moi, c'est la première fois que j'en entends parler à ce point, tu vois, et il a tout raflé à Beaune, Ah oui. officiel du polar à Beaune et tout ça. Voilà, c'est un. Mais
En tout cas, on retrouve un peu ce truc anti-spectaculaire et en même temps qui envoie du pâté en permanence. Il y a zéro pause dans le film. Ça blablate un truc de fou. Ça parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très dur de s'ennuyer, enfin, quand même, hein, parce qu'il le rythme énormément de choses. Très soutenu. Et en même temps, c'est anti-spectaculaire. C'est-à-dire qu'il y a cette première scène de poursuite, et tu parlais en off de Back North, c'est très drôle parce que les deux films commencent un peu pareil. Et je trouve que la scène de poursuite dans La Loi de Téhéran est faite avec une maestria incroyable et elle se termine, on va pas raconter, mais elle se termine de façon glaçante, vraiment glaçante. Et on se prend à espérer, waouh, un thriller iranien et qui en plus va jouer un peu sur le terrain de l'action, et en fait pas du tout. Pas du tout. Ça sera surtout un film de dialogue. Et je dirais qu'il y a certains moments en fait où on a l'impression que le réalisateur fait exprès de désamorcer des scènes qui auraient pu être spectaculaires. Tout à fait. Tu te souviens donc de la scène de la poursuite, la scène où ils vont chercher le gros caïd, où tu te dis, il y a une tension folle. Elle est géniale. Et on va pas encore une fois révéler. C'est vrai que même en termes de lumière et tout, tu te dis, putain, ça pourrait être Hollywood, entre guillemets. Complètement. Grosse scène de fight et tout. On va pas spoiler, mais il y a une situation inattendue dans cette scène. Et c'est vrai qu'elle est incroyable pour le coup. Et il y a la scène avec la famille qui est soupçonnée de dealer, etc. Même chose, hein, avec les chiens sniffers et compagnie. Super. Avec une tension, mais toujours avec, en effet, une assise très premier degré, réaliste. Et documentaire. On en revient, non, mais c'est sûr. Mais encore une fois, quand c'est assumé, il y a pas de souci. Nous, c'est vrai que c'est la répétition des œuvres qui proposent ça, qui fait que, voilà, par moment, on peut tourner un petit peu en rond. Là, c'est pas le cas parce que, encore une fois, il y a aussi pas un exotisme, mais il y a J'allais le dire. Bon, c'est un peu dérangeant parce que le terme pourrait ne pas correspondre parce que c'est ultra glauque ce qu'on voit. Bien sûr, non, mais par exotisme, c'est entre guillemets une fascination. D'ailleurs, on en parlera pour Bruno Dumont parce qu'il a fait une interview récemment où il en parlait de ça. C'est-à-dire que lui, il disait un film étranger, entre guillemets, il part déjà avec toutes les meilleures intentions du monde parce qu'il nous fascine déjà par le monde qu'il nous propose, qu'on ne connaît pas, quoi. Et c'est vraiment ça aussi avec ce film-là, quoi. On arrive dans... Alors déjà, on ne connaît pas bien l'Iran, en tout cas, à titre personnel, c'est vraiment le cas. Je connais très mal ce pays. Et en plus, on me montre un Iran complètement hallucinant, quoi. On n'aurait jamais pensé qu'il y ait... Téhéran, en tout cas. Mais oui, Téhéran. J'imagine que, bon... non, bien sûr, une situation... c'est un portrait très très noir de la ville, quoi, et premier degré, hyper frontal, avec des personnages très contrastés, et ça c'est... ça pour le coup, le film le fait très très bien, galerie de personnages incroyable, ambiance de dingue, et rythme hyper soutenu, qui peut... je pense que il va y avoir une barrière, il y a une sorte de péage à l'entrée, quoi, de ce film-là, sur la première demi-heure, parce que ça va tellement vite. La première demi-heure, t'as des blases de partout, il ne faut que citer des noms d'un tel. Ah ouais, c'est marrant. Alors moi, ça m'a pas spécialement gêné, mais je me suis dit, oulala, rien que pour les sous-titres, que c'est quand même une langue qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, ça fuse, les dialogues vont à 1000 à l'heure. Il faut s'accrocher au début, et une fois que t'es lancé, mais de toute façon, c'est un parti pris, et c'est voulu, c'est même scénaristique, c'est du in medias res, quoi, c'est ça. Tu débarques dans un truc, et c'est à toi de recoller les morceaux, exactement. On met la tête sous l'eau, et... Toi, tu as 1000 infos qui te débarquent en même temps et tu attends, lui, ah ouais, d'accord, j'ai déjà entendu ce nom-là au début, machin, et donc tu recoupes les infos et tu te fais ton truc toi-même. Mais le film le fait très bien. Franchement, c'est... Ouais, et puis il y a des intrigues croisées qui sont très intéressantes aussi. Il y a un personnage, et alors ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement, j'ai l'impression que le réalisateur a voulu rapprocher d'une certaine manière le criminel du flic, qui est loin d'être tout à fait clair. Bien sûr, on découvre au fur et à mesure du film. Et alors, tu trouvais qu'il y allait un peu avec les gros sabots, c'était un peu ta limite sur le propos global du film. Sur le propos final, ouais, tout à fait. Ah, sur le propos final. Ouais, je trouve le propos global, mais tu vois, surtout dans la dernière partie du film, je trouvais que ça clôturait là où ça aurait pu se clôturer juste de manière visuelle. Tu vois, on aurait compris de toute façon où il voulait en venir, ou avec les choix de certains, notamment du policier, le choix final du policier, sans spoiler. On aurait compris ça déjà, le propos global. On peut en parler parce que du coup, on va spoiler. Et en gros, le policier quitte son poste puisqu'il ne trouve plus de sens à exercer sa fonction, parce que il se trouve qu'en Iran, il y a encore la peine de mort pour la possession et le trafic de drogue, je crois. Et ce qui est précisé, c'est que c'est la même chose que vous ayez 30 grammes ou 3 kilos. Donc c'est un régime très répressif, une politique très répressive de lutte contre la drogue.
Et le policier qui a traqué le baron pendant tout le film, et là on spoil carrément, mais qui a obtenu donc satisfaction, puisque voilà, enfin satisfaction, il a accompli sa mission, il a accompli sa mission, il a fait son travail, et il se rend compte de l'inefficacité de son travail, puisque il va être remplacé et que ça ne résout rien. Je trouve, ça, il n'y a pas de souci de tenir ce propos-là, encore qu'on pourrait le nuancer et tout ça, mais je trouve que la manière dont il le fait est très très premier degré, c'est-à-dire qu'on a littéralement le policier qui nous dit, il y a une scène de dispute avec un collègue où il dit « Mais tu te rends pas compte, voilà, on l'a arrêté, on lui a coupé la tête entre guillemets, mais d'autres têtes vont repousser, il y en aura d'autres, je ne trouve plus d'efficacité dans mon travail, tout ça. » Voilà, je trouvais ça très... quand ça passe par le dialogue, qu'on m'explique un propos par le dialogue, bah, je suis moins forcément enclin à être touché ou à me reposer la question. Je trouve que c'est très forcé, très appuyé. Et c'est dommage parce que je trouve le film très subtil sur ces galeries de personnages tout au long du film. Et là, je dis, ah bah, le propos final, on me l'assène quand même. Voilà. On voit des pendus, hein. On voit une scène de pendaison en temps réel, hein, pour ainsi dire. Hein. Oui, puisque. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment le personnage qui me dit pourquoi il fait les choses. Ouais. J'ai du mal. Je t'accorde, c'est un détail, mais on clôture le film là-dessus, quand même. Tu vois, pas tout à fait, parce qu'il y a une dernière scène où il se fait laver les carreaux de sa bagnole, où là, il y a aussi une tension... Oui, c'est clair. Et oui, tout à fait, qui peut rappeler d'autres fins d'autres œuvres policières et tout ça, tout à fait. Mais en effet, il y a une tension où tu te dis, oulala, qu'est-ce qui va se passer, et ça marche très bien. Ça aurait pu se clôturer juste là-dessus. Et voilà, il fait un choix différent. Moi, c'est un peu ma réserve sur le film. Et cette envie, peut-être, à certains moments, qu'il envoie le pâté aussi. C'est ça. Mais bon, ça, est-ce que c'est pas plus des attentes de spectateurs, comment dirais-je, de goût, finalement, d'attente, voilà. On se dit... le film commence comme une production hollywoodienne. Franchement, c'est hallucinant. Ouais. Et il y a des scènes avec une tension... c'est extrêmement efficace. C'est vrai que en tant qu'amateur de genre plus à polar action, là, on a de l'action, mais de l'action verbale, de l'action, de la tension... Mais il ne faut pas vous attendre à de la traque, à de la course-poursuite. Voilà, jamais il va prendre la bagnole pour une course-poursuite dans Téhéran avec des guns et tout ça, quoi. Alors, sans aller jusque-là et dire qu'on aurait aimé ça, on ne veut pas forcément Jason Bourne ou du Michael Mann ou quoi. Non. Mais c'est peut-être la petite frustration, en effet, qu'il y a des scènes, ne serait-ce qu'en termes de confrontation physique, qui auraient pu amener ça. Et bah, il y a cette petite frustration mais c'est naturel de se dire, ah bah, le film aurait pu être ça. Mais voilà, c'est autre chose, c'est un autre parti pris, c'est une autre proposition que moi j'ai parfaitement accepté et le film m'a plu. Après, je vois la réception médiatique aussi, que je trouve un chouille excessive. C'est très bien, en même temps c'est très bien parce qu'il faut mettre de la visibilité sur ce cinéma-là. Le film cartonne par rapport à l'échelle qu'il a, je crois qu'il a dépassé les 150 000 entrées, il me semble, et tout. Okay. C'est génial, c'est super, il faut en parler, c'est très très bien. Après, voilà, pour les amateurs de polar pur et dur, bah, j'imagine que les fans de The Wire, les fans de plein de... Voilà. C'est en 2h15, je crois, le gars, alors je vais pas dire qu'il a comment dirais-je, la maestria ou la capacité de résumer 5 saisons de The Wire en 2h15, mais il y a quand même beaucoup de thématiques qui sont effleurées avec beaucoup d'intelligence, parce qu'on voit un juge qui est très présent, on voit les mômes, on voit les parents des mômes. Alors la pression mise sur les enfants est horrible, quoi. Enfin, il y a des moments, la place des enfants, quand même des enfants en garde à vue et tout ça, enfin, c'est ouf. Mais en tout cas, bon, il y a un pont à faire avec The Wire, ceux qui ont vu cette série ou qui souhaiteraient la découvrir et qui ont aimé La Loi de Téhéran, il faut regarder The Wire sur écoute en français, ça c'est certain. Mais on recommande quand même chaudement. Ouais. Alors, je vois qu'il nous reste 5 minutes pour parler de ce film-là à peine. On fait un petit pont avec la réception du film et surtout cette espèce de... On ne parle pas du propos, effectivement, assez droitier du film aussi. Et c'est très bien comme ça, parce qu'on l'a largement évoqué dans Bac Nord. Je ne sais pas si le propos est droitier. En tout cas, il nous montre des choses. Encore une fois, sa volonté est de nous montrer, a priori, quand on voit le film, une réalité. Enfin, sa perception du problème de la drogue là-bas. Et il est certain que par rapport, on est obligé, nous, de comparer par rapport à ce qui se passe en France ou de notre connaissance du sujet, qui est pour ma part assez minime, je dois bien l'avouer. Et on se dit, mais là, c'est vraiment hardcore, quoi. C'est peine de mort, c'est
c'est sont des à situations. 150 dans une prison qui fait 20 mètres carrés. C'est ça aussi, c'est vrai qu'on en a peut-être pas assez parlé dans la réception déjà sur notre impact, enfin l'impact qu'a eu le film sur nous, mais il y a de ça aussi. La violence, elle ne passe pas forcément que par, comme on l'a dit, des scènes d'action physique et tout, mais il y a des trucs, des plans, tout simplement des plans où tu te dis, waouh la vache. La fiche du film qui est magnifique, c'est cette scène d'interpellation, on va dire. D'interpellation dans des énormes, comment est-ce qu'on pourrait on dirait des bidonvilles un peu, mais c'est des tubes, en fait, c'est une sorte de ville fabriquée dans des grands tubes de béton, quoi. Dans lesquels vivent les gens, mangent les gens et se droguent les gens. Et voilà, la mise en scène est forte là-dessus, c'est-à-dire que la violence ne passe pas par de la violence physique à proprement parler, mais ça va être plutôt de l'ordre, comme je le disais tout à l'heure, on en parlait en off, mais on va avoir un plan sur des parents qui se droguent au crack, avec en arrière-plan sonore des enfants qui chantent et qui jouent. Qui sont là, le contraste, il est quand même bien vénère. La sidération, tout simplement, de pouvoir faire venir parfois, je sais pas, au moins 200 figurants, de les entasser dans un couloir pendant après l'interpellation. Complètement. Tu sais, quand il leur demande de se déshabiller. C'est violent, quoi. Et en même temps, le policier qui nous est montré, alors. Mais il est etc. Là, on n'en a pas parlé de l'acteur, on l'a mentionné tout à l'heure. Il a une voix très particulière. Extraordinaire, une diction, mais c'est vrai qu'on en parlait aussi de ce côté exotique, de ne pas connaître une langue et d'arriver dans un univers. La langue iranienne et la manière de jouer est très particulière. Ils ont des expressions, des intonations. Quand ça se bagarre oralement, ça y va, quoi. Ça y va vraiment à fond, et lui, il est formidable, et en effet, on a une certaine fascination pour lui, parce qu'il est intransigeant. La loi, c'est lui, c'est Judge Dredd. Et tu te dis, à un moment, il va craquer, il va passer le truc, c'est-à-dire qu'il est tellement violent dans la parole. Il craque, en fait. Il sait pas ce qu'il fait lui-même quand il le laisse, et là, on va spolier, quand il le laisse sortir du camion. Oui. Est-ce qu'il le fait parce qu'en fait, il en peut plus, et vas-y, quoi. C'est bon. Non, c'est de la torture psychologique. Voilà, c'est ça. Mais il se torture. Alors, il torture le criminel, il le torture psychologiquement, mais est-ce qu'il le fait consciemment ou inconsciemment? Et lui, il est en plein doute existentiel aussi sur sa profession, et puis ça va exploser par la suite. C'est clair. On fait le pont avec France, c'est un peu violent, mais... c'est clair, c'est tellement différent, quoi. Mais parce que tu parlais d'exotisme et de Bruno Dumont, et j'aimerais savoir ce que Bruno Dumont a... Alors ça, c'est dans une vidéo, on peut la mentionner, vous pouvez aller la voir, c'est une vidéo du groupe de vidéos, enfin de l'émission, on peut dire, Vidéo Club de Combini, qui invite des cinéastes à venir parler de leurs films préférés dans un vidéoclub. Et oui, en effet, il parle de ça en disant que pour lui, en tout cas, il y avait une certaine fascination à découvrir des films d'origine étrangère. Parce que rien que la langue, en fait. Lui, il parle de cinéma japonais, je crois, en disant le cinéma japonais, tu pars forcément positif, que tu t'es déjà fasciné par une langue, par des comportements, par une culture. Exactement. Et c'était le cas en tout cas pour la loi de Téhéran, donc c'est marrant d'avoir eu en effet, j'avais vu ça l'interview quelques temps avant, et je suis allé voir la loi de Téhéran juste après, et oui, c'était une interview pour France, donc de Bruno Dumont. Est-ce que tu avais déjà vu des films de ce réalisateur là? Oui, alors moi j'ai d'autant plus aimé le film qu'a priori je n'aime pas Bruno Dumont. C'est cool ça. Enfin, c'est compliqué parce qu'en fait j'ai vu Flandre à sa sortie, donc en 2006, il y a 15 ans, j'étais forcément plus jeune qu'aujourd'hui, beaucoup plus jeune, moins d'expérience cinéphilique. Le film a énormément marqué, j'ai des images encore en tête 15 ans après, et le hasard fait que j'ai pas revu d'autres films de lui jusqu'à Petit Quinquin. Et Petit Quinquin, de mémoire, il y a 4 épisodes, j'ai dû en voir 1,5, j'en pouvais plus. Et je suis tombé sur des extraits de Maloute, et de voir Lucchini cabotiner à mort avec je sais plus quels autres acteurs il y a dedans. Juliette Binoche, Valéria Bruni-Tedeschi. Bon. Donc ça, c'était ton rapport à Bruno Dumont. Voilà, donc à la fois ce truc très austère de Flandre il y a 15 ans, je me souviens, c'est quand même... Et ce truc complètement différent. Pétaradant, j'aurais envie de dire, de Petit Quinquin, et de Maloute. Qui n'est... Mais l'humour à 10 milliers de kilomètres de tout ça, c'est magnifique. Par contre, visuellement, je m'étais fait... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai poussé un tout petit peu plus qu'une demi-heure, parce que moi, je m'arrête facilement maintenant, au bout d'une demi-heure, je fais, allez, si c'est pas ma cam, j'arrête. Petit Quinquin, je suis resté parce que les paysages sont splendides, on voit qu'il sait très bien là où il filme, ce qu'il filme, etc. Ce mec a un talent de dingue. Et pourquoi je suis allé voir France? En plus,
a priori négatif sur Léa Seydoux. Ouais, non, mais ça, c'est important de le mentionner. Je te laisse terminer là-dessus sur ton a priori, parce qu'on va partager plein de trucs là-dessus. Bah, Léa Seydoux, je l'ai assez peu vu jouer. Je l'ai vu dans le Keshish. La vie d'Adèle. La vie d'Adèle, que j'ai détesté. Ça a tu été un l'as supplice vu pour moi. Ah ouais. Ah ouais, un supplice. Et tu l'as vu chez Desplechin, tu me disais. Et par contre, je l'ai revu chez Desplechin, qui n'est pas non plus un réalisateur que j'affectionne particulièrement. Ouais. Bon, j'avais beaucoup aimé Roi RN, je crois, mais okay. Voilà, j'ai été moins séduit par d'autres de ses films. Et j'ai découvert Roubaix une lumière il y a 2-3 ans. J'ai trouvé ça formidable. Okay. Et j'ai trouvé Léa Seydoux dedans super. Quoi. Et là, bah, c'est... Ah bah là... Elle est incroyable. Là, elle nous réconcilie. Ah bah oui, ah, mais c'est génial en même temps. Moi, je suis ravi. Et je rebondis sur ce que tu dis parce que j'ai un rapport encore plus étranger à Bruno Dumont. Je n'avais vu aucun film de Bruno Dumont. J'ai pas vu Petit Quinquin, j'ai rien vu. J'étais tombé à la télévision sur Maloute, en plein milieu. Vraiment plein milieu du film, je tombe là-dessus et je me dis, tiens, je vais regarder genre 15 minutes juste pour voir parce que j'en avais entendu parler, quoi. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Voilà. Et donc, un peu impossible, quoi. Genre, la télécommande m'est tombée des mains, genre, j'ai éteint la télé. Non. Et avec l'a priori négatif, et ça, c'est une erreur de ma part, j'aurais dû me dire, non. C'est pas un a priori négatif, c'est que ce film-là, il faut le regarder, il faut se préparer à le regarder. Et France, c'est un petit peu pareil, tu vois. C'est pas un film Antoine, je pense que quand on a accumulé une expérience, alors je ne prétends pas, il y a plein de pans du cinéma que je ne connais pas, et voilà. Ouais. Mais au bout d'un moment, c'est pas mon métier, je vais pas me forcer à voir des films. Bien sûr. Non, mais tu vois. Donc j'entends, je suis allé le voir parce qu'il y avait un truc. Il y avait quand même un truc qui me donnait envie. Voilà. Et moi, j'y suis allé parce que t'en as parlé. Ouais. Parce qu'à la base, la bande-annonce, la première fois que j'ai vu la bande-annonce du film et tout, je suis attends, Bruno Dumont. Ah ouais, le seul truc que j'ai vu de lui, c'est une demi-heure de Maloute, j'ai trouvé ça horrible. Léa Seydoux. Moi, je suis un fan de James Bond total. On aura peut-être l'occasion d'en parler un jour, mais... Et Léa Seydoux et James Bond, c'est moyen, pour moi. Léa Seydoux, c'est quoi pour moi? C'était La vie d'Adèle, où je l'avais trouvée très convaincante. Mais c'était aussi, à côté de ça, des interviews... c'est un film que j'avais pas aimé, La vie d'Adèle. Hein, mais c'était aussi des interviews croisées avec Xavier Dolan, où elle parle de son enfance, où elle a fait l'école de la vie, et donc des interventions dans les médias qui m'avaient qui m'ont rendu un peu perplexe. Oui, parce que son papa est, comme chacun sait. Ouais, la famille, ça va, est plutôt bien ancrée dans le cinéma français, on peut dire ça, quoi. Bref, donc je sais, c'est des avis, c'est des préjugés idiots, complètement idiots, mais en tout cas, ils étaient là. Et là, réconciliation totale, parce que c'est peut-être le truc le plus fascinant du film. On a beaucoup aimé le film tous les deux. Moi, j'ai mis longtemps à savoir que je l'avais aimé, parce que je suis sorti de la salle en me disant qu'est-ce que c'est que ça, mais vraiment de la sidération pure, quoi, de me dire mais ok, je sais pas si j'aimais ou pas, mais un film comme ça, j'en vois très très rarement. Je sais pas ce que c'est que ce film. C'est le meilleur film que j'ai vu cette année. Hein. Je veux dire, ouais, moi c'est pas le Verhoeven, il est juste là. Ouais, mais l'état de ouf aussi. Mais France, voilà, pour moi c'est génial. Ça a été un pavé dans la mare énorme. Ouais. Je m'attendais pas. Alors on y est allé tous les deux aussi parce qu'il y a Christophe à la BO. Ouais, alors ça oui, ça c'était ma bouée. Voilà, c'est ça. Ma bouée, c'est je dis quand j'ai vu Christophe et j'avais entendu parler de Jeanne et Jeannette avant, je dis bon. Que j'ai très envie de voir maintenant. Bah oui, carrément. Ouais. Mais tu te dis bon, je connais pas bien le réalisateur et j'en ai pas un a priori très positif. Mais s'il est pote avec Christophe, c'est que forcément ce monsieur est très bien. C'est un homme très bien. Et là, ouais, alors, en effet, génial, quoi. La BO est pas... comment dire? C'est pas... Elle est très présente. Hein. Elle est très présente, mais c'est pas du multipiste. C'est pas une BO à 40 pistes avec énormément de variations. C'est généralement... Enfin, globalement, on peut dire que c'est un thème qui est décliné. Moi, j'en vois plutôt 2 ou 3, mais bon. Ouais, il y en a peut-être un dans la neige avec ses chants un petit peu stridents de lui, d'ailleurs, qui chante... c'est encore une fois très abstrait, quoi, mais assez onirique et c'est assez fou. Et à la base, il faut préciser pour la petite histoire que c'est donc une artiste qui s'appelle Sabine Appa qui a à la base écrit une chanson pour Christophe, une jeune artiste qui lui a proposé une chanson, et c'est à peu près au même moment que lui travaillait avec Bruno Dumont sur la bande originale, enfin du moins que Bruno Dumont lui avait proposé de faire la BO. Et il a proposé à cette jeune femme, apparemment, d'utiliser cette chanson. Il dit, moi, la chanson, le thème me plaît beaucoup. C'est une chanson, d'ailleurs, qu'elle a enregistrée par la suite avec sa voix. D'accord. Il dit, est-ce que ça te dérangerait qu'on l'utilise pour France et que, moi, je propose une orchestration différente, etc. Ce qui donne, du coup, une variation autour d'un thème et une BO complètement folle.
Moi, j'ai ma petite préférence pour la version symphonique, donc qui arrive au final, dans les 10 dernières minutes du film. Et alors là, moi, c'était chair de poule, tout ce que tu veux, quoi. Dans le générique. Alors là, faut rester pendant le générique. Oui. Faut rester pendant le générique parce que c'est Christophe, la fin du film est en plus tellement belle, enfin magnifique, très mélancolique. La musique de Christophe, les cordes de partout. Enfin, quand on aime Christophe et que le film, si les thématiques vous plaisent et que le film vous plaît, là, c'est bingo. Et c'est une des plus belles fins que j'ai vues depuis très longtemps, quoi. Il y a... Et le film, alors là, ouais. Alors, c'est dommage, on est un peu limité dans le temps pour en parler. Le devoir m'appelle d'ici 10 minutes, mais en tout cas, c'est pas le Bruno Dumont que je connais. Alors, je sais pas du coup si... Enfin, moi, j'ai trouvé ça extrêmement accessible. On sent bien que c'est barré. On sent bien... de ouf. Mais comparé à Maloute et Petit Quinquin, c'est gentillet, quoi. Ah ouais. Et même comparé à Flandre, t'as trouvé ça austère? Moi, j'ai pas du tout trouvé ça austère. Pas austère, mais froid, oui, de fou, très froid. Et pour plein de raisons, vous verrez, parce que c'est quand même un portrait glacial d'une vision des médias. Mais plus que ça, mais même de la politique. Le truc avec Macron, c'est formidable. La connivence média-pouvoir qui s'en prend plein la tronche. Et au début, des plans qui, moi, dans la bande-annonce, tu sais, les fameuses interventions de Macron qui arrivent au début du film, quand j'ai vu la bande-annonce, je fais qu'est-ce que c'est que ce plan horrible, quoi. Vraiment, je fais, mais c'est une sorte de faux fond vert dégueu. Et en fait, tout prend son sens quand tu vois le film, parce que c'est la même chose quand ils sont en voiture. Et il en parle, je sais plus où j'ai lu ça, mais il y a une analogie, je sais plus quel article parlait de ça, justement, des plans de voiture chez Bruno Dumont. Et je crois que c'est chez Bruno de Podalides aussi. Alors ouais, exactement. Et en fait, tu vois que c'est des voitures qui n'existent pas quand t'es dans la voiture avec eux. T'as une sorte d'écran de studio, mais total. Et t'as l'impression qu'ils sont dans un vaisseau spatial parce que la vitre, elle est énorme et tout ça, mais ça te met et ça te crée une distance, une sorte de bulle. Et ça, la mise en scène te le met très clairement. C'est très froid, très distancié. Il n'y a pas de son de l'extérieur, aucun bruit, donc ils sont coupés du monde. Et le film a une mise en scène très juste comme ça sur plein d'aspects, quoi. Mais c'est que ce soit par la mise en scène, en effet peut-être plus accessible que dans d'autres films. Mais je sais pas si mise en scène, c'est pur. Il va falloir parler du jeu d'acteur, qui est quand même, moi c'est là où je trouve le film le plus, enfin peut-être la barrière la plus difficile à passer, tu vois, parce que t'as quand même des trucs en termes de jeu. Lui, il le dit, il l'avoue lui-même, de dire qu'il cherche le faux, tu vois. C'est drôle parce que moi j'ai pas du tout ressenti ça, c'est marrant. Par moment, il cherche le faux du dialogue, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des trucs très appuyés, enfin c'est ultra théâtral par moment, quand même. Oui, parce qu'il y a toujours cet humour complètement décalé où tu retrouves par bribes ce que moi j'ai vu et entendu dans Maloute et dans Petit Quinquin. Avec Blanche Gardin, bon ça c'est surtout les passages avec Blanche Gardin qui s'en donne à cœur joie et qui en même temps c'est la répétition de mots tout le temps, vraiment presque de l'onomatopée, ce truc de, à un moment c'est très drôle. T'es là, tu fais mais c'est pour prévenir, en gros pour prévenir, faut tenter le coup. Nous on a marché à fond. Et c'était pas gagné parce que quand tu le vois hors propos, genre dans une bande-annonce comme ça, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce film de malade, quoi. Et pourtant, dans un ensemble, c'est ultra cohérent. C'est un scénario extrême, c'est un Rise and Fall avec mon accent de génie. Rise and Fall, exactement. Formidable. Enfin, je veux dire, c'est Barry Lyndon dans les médias. Le parcours. Attention, là, il va y avoir des. Du coup, il n'y a pas de drive puisqu'elle commence déjà tout en. Pardon. Non, mais. Ouais. Et oui, non, mais tout à fait. Et, donc, du coup, en tout cas, le personnage évolue énormément. Oui. Et de manière très touchante. C'est-à-dire qu'au début, tu te dis qu'est-ce que c'est que cette conne et tout, ça va être horrible et tout. Et il rend petit à petit. Connasse. Exactement. Et c'est génial. Et c'est là où elle est assez douce, elle est vraiment très forte aussi, quoi. Et elle est de tous les plans, quoi. Enfin, je veux dire. Carrément. C'est une prestation. Je ne sais pas combien d'hectolitres de larmes elle a lâché pendant le tournage, mais elle a une facilité à pleurer et à rendre ça crédible. Elle pleure tout le film, quoi. Chaque scène, il y a faut pas dire ça parce que les gens vont fuir. Non, c'est pas de larmoyant, ça va être, mais sur plusieurs tons. C'est-à-dire que par moment, ça va être une larme au coin de l'œil, quelque chose, des trémolos dans la voix, ou genre de choses, plus une qualité, moi, que je ne lui connaissais pas, d'actrice, de vraiment physique. Il y a des plans, je pense notamment à un plan en contre-plongée dans la voiture, que tu mentionnais, je crois, où il va chercher des grimaces, il va chercher c'est des très très gros plans sur son visage, et là je me suis dit, attends, oui, ça reste une actrice, et oui, je dirais pas qu'elle se met en danger, mais voilà, c'est quand on a l'image de Léa Seydoux qui fait les couvertures de magazines et qui pose dans les
photocall de James Bond et des tapis rouges et tout. Là, quand même, c'est de la grosse contre-plongée éclairée hyper blanc, quoi. Enfin, grosse lumière sur ton visage, tu vois toutes les imperfections de la peau, tu vois tout ça filmé de très près et elle te livre une partition complètement dingue. Et on comprend mieux pourquoi tout le monde la demande, quoi. Bah là, elle continue Desplechin encore, ouais, à la fin de l'année. Il y avait quoi Wes Anderson, bien sûr James Bond, et Cronenberg. Le prochain Cronenberg, elle est dedans. Ouais. Non, mais franchement, ça. Là, elle est en train de se faire ça damer le pion, quoi. Mais en tout cas, prestation XXL de Léa Seydoux qui est incroyable dans le film. Mais préciser peut-être que si nous, les thématiques, parce qu'il faut aussi dire que le film. C'est très forcé. Oui, parle de la France, mais de manière. Le film s'appelle France, elle s'appelle France, France demeure, etc. C'est le genre de bons mots ou de choses qui peuvent laisser, je peux comprendre, complètement sur le bas-côté certaines personnes. On peut trouver ça lourdingue. Il y a notamment cette réplique de Blanche Gardin qui dit tu es la meilleure journaliste de France. Celle-là, elle n'est pas évidente. Ouais. Je l'ai encore un peu. Mais oui, bien sûr. C'est assumé, complet. Mais c'est du par moment millième degré. Et ce qui est super, c'est justement cette variation. C'est-à-dire que t'as la superficialité des choses, peut-être des dialogues, peut-être des situations complètement grotesques au début du film, et peu à peu, le film prend une gravité qui fait que, et tu vois, un premier degré, qui fait que ces scènes-là, justement d'émotions pures, on va dire, sont bouleversantes, quoi. Donc on parlait d'une embrassade, d'une accolade, mais embrassade, on peut dire carrément, à la neige. Où là tu te dis d'accord, ok, avec un twist qui survient après, exactement. Désolé, donc du coup, je vais pas l'écouter, mais tu dis merde, pendant 1h30 en fait, d'accord, j'ai eu l'artificialité du truc et là je me mange vraiment les émotions pures du perso en pleine face, ça marche trop bien, la musique est à fond et tout ça, et toute la deuxième partie du film c'est ça, c'est une descente en enfer, ou du moins après cette embrassade ça ressemble. Moi en tout cas je sais, j'ai pas compris, c'est ça qui est aussi beau, c'est que j'aime. Je crois, et c'est même sûr, je suis sorti en me disant mais j'ai pas compris le film, je sais pas de quoi ça me parle, et pourtant ça me touche en fait. Donc je me dis que a priori, peut-être que certains appelleraient la poésie, tu vois, de dire le geste poétique m'a plu, m'a touché, j'ai pas arrêté de repenser au film pendant des jours. Moi aussi, mais donc c'est qu'il y a des thématiques, il y a des choses derrière qui travaillent, quoi. Mais en effet, avec le recul, je me dis c'est plus qu'une descente aux enfers, moi j'y vois un retour au réel du moins. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'artificialité des écrans tout le temps, qui met en scène sa vie tout le temps et qui va se confronter au premier degré et à choc frontal même au début, la rencontre de deux mondes, exactement. Et qui, pour moi le film c'est ça, quoi. C'est le réel qui lui revient dessus, quoi. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'elle est insaisissable, parce que oui, il y a ce côté où, entre guillemets, elle devient humaine, ou elle redevient humaine, puisqu'on ne connaît pas son parcours avant d'être une star, d'avant d'être la star qu'elle est. Alors ce qui est très drôle, c'est que c'est une journaliste qui fait tout, hein. C'est une journaliste de terrain. Elle interviewe des hommes politiques, elle présente le 20h, sous-entendu. C'est en ça que c'est pas... Là, on parlait d'aspect documentaire sur d'autres films, on en a parlé plein de fois. Là, c'est l'anti-ça. Oui. C'est-à-dire que c'est de l'hyperbole, presque, quoi. Et il s'en fiche, en fait, Bruno Dumont. On va aller vous référer à plein d'interviews. C'est lui, alors, il utilise la transfiguration, je crois. C'est un concept que je n'ai pas forcément... que je maîtrise pas sur le bout des doigts, mais c'est cette idée que le cinéma, on n'est pas là pour raconter la vie, en tout cas telle qu'elle est sous nos yeux, mais d'essayer de la transfigurer, c'est-à-dire vraiment pas de la sublimer non plus, mais d'en pousser les potards à fond sur plein de trucs, donc pour le jeu d'acteur, sur la mise en scène, sur tout ça. Elle n'existe pas, France demeure. Mais on va utiliser ce personnage-là pour nous faire comprendre des choses sur la société actuelle ou sur... Ouais, c'est un peu dystopique aussi, hein. Tu te dis, on tend vers ça, puisque c'est aussi une critique... Alors, d'aucuns diront que c'est lourdeau, mais en fait, c'est lourdeau dans le sens drôle de cette société d'infos. En continu. D'infos en continu, évidemment. Mais c'est pas le propos le plus intéressant du film. Non, clairement. C'est très bien, je veux dire, mais c'est pas. Faut pas voir ça absolument comme une charge féroce contre le journalisme actuel. Non, ça passe dans le discours, mais c'est pas ça. Mais il y a ce retour à la réalité, et ce qui est très, très beau, je trouve, c'est qu'elle reste quand même insaisissable. C'est-à-dire qu'après, elle remonte elle revient, et elle veut revenir dans les médias. Et puis, il y a ces banalités qu'elle te sort de temps en temps, alors qu'elle est profondément touchée. Quand elle voit la photo de la petite fille qui a été, on imagine, violée. Oui. Elle dit, c'est terrifiant. Mais c'est ça. C'est terrifiant, effectivement. Mais je veux dire, le message ou le propos politique, entre guillemets, il est clair et net. Hein. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, que Dumont s'attaque directement à
bah, certaines personnes qui, quand le réel toque à la porte, et il y en a des faits divers par moment qui viennent... Exactement. C'est-à-dire quand tu le vois pas à travers un écran. Hein, parce que la banalité de la violence, t'allumes BFM, tu l'as tous les jours, hein, des faits divers. Et donc on oublie. Et donc quand tu l'as face à face, que t'as vraiment la pauvreté, ou, parce qu'il y a ça aussi au début, la pauvreté ou la violence de la société, et la fin, c'est ça aussi. C'est pleine de bonne volonté ou de bon sens, machin, elle sort, elle va faire une promenade, quoi, et en fait, la violence, elle est en bas de ta porte, quoi. Une violence peut-être, anodine, puisqu'il s'agit d'un vélo, en fait. Ouais. Mais à la limite, on s'en fiche. C'est juste pour te montrer que le réel, il peut toquer à la porte, en fait. Et quand il toque, bah, ça fait tout drôle à certaines personnes qui vivent protégées par leurs écrans et dans leur bulle, dans leur voiture bulle, qui coupent tout du son, de... Oui, c'est complètement insonorisé, les espaces. Exactement. C'est très intéressant. Et en ça pourrait être juste de la posture, ou du moins un propos juste purement intellectuel, on va dire. Le truc, c'est que ça passe par les émotions, qu'on le ressent. Ah oui. Bien sûr, on va se reposer la question et se dire, ah ouais, il utilise la mise en scène pour ça, tout ça. Mais non, on l'a aux tripes. On l'a via la chair de poule, tout ça. C'est-à-dire qu'on... Ouais, c'est un film très émouvant et assez... Pas pessimiste, mais mélancolique, quoi. Tu ressors du film en te disant, ok, bon, on va pas forcément vers des lendemains qui chantent, quoi. C'est ça. Enfin, surtout elle. Bah, elle, de manière globale, parce que les gens qu'elle voit aussi, elle va avoir différents coins de France à un moment, et même différents coins du monde, c'est quand même pas la funky, quoi, tout ce qu'elle voit. Tu vois, non, il y a ce plan un peu clin d'œil, et après, je vais partir, je vais te laisser. Mais il y a deux plans, moi, que j'ai... Alors, je connais assez mal Bruno Dumont, mais je sais qu'il a bien filmé le nord de la France. Ouais, du coup, on va regarder maintenant. On est hyper curieux d'aller voir la suite. Ouais, alors pas petit quelqu'un ni Maloute, mais on va essayer de revenir un petit peu en amont. Mais oui, les plans magnifiques dans le nord, là, quand tu avais interviewé cette femme... Univers, hein. Ouais, bien sûr. Quand elle dit c'est très beau, c'est lui qui parle, hein, je pense. Ouais, bien sûr, mais c'est vraiment très beau, et il y a ce... il y a des plans dingues, tu sais, quand elle interviewe cette femme, on imagine qu'elle fait des reportages plus de faits divers, oui, du coup. Oui, tout à fait, Et t'as un plan où, encore une fois, elles sont enfermées, une sorte de véranda, et t'as la pluie battante, ce paysage gris, c'était... Je me dis, ah ouais, d'accord, là, c'est... Ouais, pareil, et la confrontation réelle derrière, avec les gens aussi qui demandent toujours des selfies, tout ça, il y a... T'es vraiment tiraillé de demander un selfie devant une tombe, ouais, c'est dur, quoi. Et ouais, tu sens que t'as un jeu avec ce personnage où t'es avec elle, t'épouses son point de vue par moment. Par moment, tu la rejettes complètement. Voilà. Il la rend très humaine, quoi. Oui, et il la rend détestable et très attachante, en même temps jusqu'au bout. Hein. Je veux dire, quand elle danse devant les bombes, bip bip, alors qu'elle s'est déjà pris des grosses claques avant, quand même. Hein. Ouais. C'est phénoménal, quoi. Et puis il y a cette scène, moi, et je vais terminer là-dessus, ce que j'ai vraiment trouvé magnifique, c'est donc cette scène dans la neige avec cette embrassade, et où tu sens la rencontre de vraiment ces deux univers, et moi c'est ça que j'ai adoré dans ce film, c'est que c'est un film qui à la fois, moi je maintiens quand même très accessible, et en même temps tellement singulier en fait, et j'adore quand ces deux univers se rencontrent, et on a retrouvé ça un peu chez le Verhoeven, tu vois, t'as une patte incroyable, c'est très singulier, mais c'est pas austère. Ça raconte quelque chose, et bon, moi j'aime qu'on me raconte des histoires toujours, et France, ça nous raconte une histoire, et t'as en fait, parce que c'est deux mondes quand même qui se réunissent, tu vois, ce mec qui se met à chanter en latin, alors qu'elle, avant, elle chante une chanson de variété que je ne connais pas d'ailleurs, enfin j'imagine que c'est une chanson de variété, c'est peut-être un... Tu te souviens, non? Je me souviens plus qu'elle chantait avant. Ouais, elle se met à chanter comme ça. En anglais ou en français? Non, en français, je crois, ouais, il me semble. Et puis lui, il se met à chanter en latin. Ouais, ça je me souviens. Et tu vois, c'est là, pour moi, c'est un peu les deux mondes qui se rencontrent entre... quelque chose d'un cinéma assez populaire, tu dis, il va oser la comédie musicale à ce moment-là. En fait, non, pas vraiment. Pas vraiment, c'est un clin d'œil presque. C'est un clin d'œil, et voilà, ces deux univers, donc d'un côté très érudit, peut-être un peu austère, parce que le mec chante en latin et te dit qu'il est prof de latin, machin, et puis elle, cette France qui est à la fois à la frontière entre le populaire et l'ultra riche, qui n'a plus conscience de rien du tout. Exactement. Enfin bon, je trouvais ça fascinant. Et puis il y a vraiment plein de scènes qui te reviennent. Je me souviens d'un dîner presque... Ce dîner. Alors attends, t'as le dîner apocalyptique. Alors là, tu parles de celui avec le mari? Ouais. En sourdine, exactement, mais très étrange. On pense presque à du René par moment, tu sais. Genre la lumière s'éteint, c'est très théâtral et tout ça, mais ils tentent des trucs de fou. Et un autre dîner de gala où c'est des investisseurs, c'est presque le CAC 40 qui se réunit, et tu les vois. Elle est dingue.
où le mec vomit ses mots, quoi, littéralement, en fait. Oui, c'est ça, il recrache son pinard et tout. Il recrache la merde, d'une certaine manière, toute la merde qu'il vient de dire juste avant. Et ça peut être ça, après tu le vois comme tu veux, tu peux aussi voir que il recrache c'est un gars c'est presque un mort-vivant, quoi, ou un vampire, le gars, quoi. Et puis la scénographie est très belle, il y a encore une fois les tables isolées entre elles, machin, tu vois, isolées les unes des autres, machin. Enfin, il y a plein de... Tu peux te faire un peu la construction que tu veux dans la tête, mais en tout cas des plans très impactants. Tout ça pour dire qu'en gros... Chef-d'œuvre. Pour moi, toi, c'est chef-d'œuvre. Franchement, il faut encore que je digère le... Ouais, déjà, il faut que je le revoie, c'est sûr. C'est un film que je reverrai, certain. Mais c'est un des films les plus marquants que j'ai vu cette année, c'est évident. Et j'encouragerais quand même n'importe quelle personne, même si vous avez un a priori hyper négatif sur Bruno Dumont, sur la bande-annonce, sur quoi que ce soit, à tenter le coup, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, en fait. Et on en est la très bonne surprise. On en est la preuve, quoi. Il faut tenter le coup. Le film est distribué, mine de rien, parce qu'il a quand même un cast assez énervé. Il est distribué. Alors, j'ai eu la chance de le voir aux toiles, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il le passait aussi dans un UGC à côté de chez nous, au UGC de français, à Enghien. Quand j'ai vu ça après, je fais, mais attends, mais il y a un film comme ça qui passe à Enghien. Vous vous rendez pas compte, faut y aller, quoi. Genre, il est accessible. Vous n'allez pas prendre forcément la voiture ou machin. Et c'est ça. Enfin, oui. Oui, c'est peut-être en tout cas, c'est peut-être une bonne porte d'entrée pour ce cinéma. Moi, en tout cas, ça me donne très envie de découvrir sa filmo. Sachez juste où vous mettez les pieds, parce que c'est une proposition, même si c'est une main tendue, tu as vu une main tendue sur plein de scènes, il faut quand même, voilà, le jeu d'acteur, c'est très particulier, il y a certains partis pris de mise en scène très particuliers. Le film fait 2h15 pour une comédie qui n'en est pas une comédie noire, c'est ingenrable, entre guillemets, quoi. C'est à la croisée de tellement de genres. Mais c'est une proposition de cinéma fascinante et un très très beau film, quoi. Ça, c'est sûr. Voilà, et c'est le mot de la fin. Merci Antoine. Merci beaucoup François. On se retrouve très rapidement, non ? Est-ce qu'on parle des projets à venir le travail m'appelle Antoine, je devrais vraiment y aller. Allez, à bientôt. À très vite.